Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à vous amis vacanciers et merci d'écouter Love & Geek, le podcast où l'objectif est d'être subjectif autour de la culture geek, même en vacances. Ah, les vacances, ça fait du bien, on peut traîner, on peut profiter et on peut surtout geeker. C'est un format un peu particulier qu'on vous propose aujourd'hui, une émission un peu plus détente pour respecter le rythme des vacances. Mais c'est surtout une émission très spéciale parce que j'ai réuni une team inédite et ô combien efficace. Ma muse n'est plus à présenter. Si j'étais une Pokéball, elle serait le rond doudou dedans. Chaton est toujours fidèle au poste. Hello Chaton. Coucou tout le monde. Place maintenant au petit nouveau. Il est l'atout charme de l'émission Le Gilderoy des temps modernes. J'ai nommé le Choups. Salut Choups. Salut tout le monde. L'esprit aussi vif et aiguisé qu'une serre d'aigle, mais avec la douceur d'un thé matcha, je vous présente la brioche. Coucou la brioche. Bonjour, enchantée. Bon, ça fait plaisir de se réunir comme ça. Tout le monde passe de bonnes vacances ? Ouais, super. Et merci de nous avoir invités en tout cas pour cette émission spéciale. Les vacances, c'est pas assez long, mais quand même, on profite. Ouais, et puis c'est chouette de découvrir ce nouvel univers. Écoutez, c'est parfait. Comme je disais précédemment, Love & Geek part en vacances et en profite pour vous présenter un podcast axé sur la convivialité. Nous allons vous présenter nos habitudes pendant les congés, une sorte de petit guide du vacancier geek et qui sait, ça vous donnera peut-être quelques idées. Love & Geek en vacances autour du thème « Tu es en vacances, tu es geek, tu fais quoi ?» C'est parti. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Avant tout, Choups et la brioche, vous n'allez pas y échapper. Petit quiz afin d'aider nos auditeurs à mieux vous cerner et j'attends des réponses du tac au tac. Est-ce que vous êtes prêts ? Pas trop traître quand même. Non mais on est quand même sympa, ici ne t'inquiète pas. Mais regarde, tu es seul sur une île déserte, tu prends quoi comme œuvre pour t'accompagner dans cette péripétie ? Alors je prendrais pas vraiment une œuvre, je prendrais plus ma vieille Game Boy Color et mon jeu Pokémon jaune. Tellement stylé, bah, je pense que là t'as plié le game, c'est bon, on n'est même plus obligé de vous poser la question parce que je pense qu'il a eu la meilleure réponse. Mais en toute curiosité, toi la brioche, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? C'est dur. J'hésite entre, je dirais, toute la saga Harry Potter, bien sûr les livres, ou alors l'intégrale de Game of Thrones. Bon, En série. On tolère la saga, on tolère l'intégrale, ça passe. On sait que t'es toujours un petit peu indécise parce que nous on te connaît, mais oui. je t'accorde cette dualité. Après, avec la saga Game of Thrones, il faut ramener une télé sur l'île déserte, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais on trouve, on s'adapte. Tu vois, puis en plus, ce qui est bien avec Game of Thrones, il y a tellement de choses à redébriefer, à réanalyser et à recritiquer, surtout qu'on peut y aller avec allégresse. Quel antagoniste tu ne souhaiterais absolument pas croiser, Choups ? Alors, il y en a 2-3 qui sont pas mal. Alors personnellement je pense que Thanos il en tient une bonne couche quand même. T'as pas envie ? Ouais, j'ai pas envie, pas du tout. Et toi, la brioche ? Alors moi, ça serait vraiment le Hannibal de la série Hannibal, avec Hannibal interprété par Mads Mikkelsen. Je le trouve vraiment trop bien dans ce rôle, mais du coup, il me fait vraiment flipper. Donc en plus, sur une île déserte, avec des... j'avoue que tu des seras un peu envies sa proie, quoi. Ouais, voilà. Des Globalement, envies de repas complets. Non, mais j'imagine, puis voilà. Amenons un petit peu plus de positive attitude, de gaieté. Quel personnage vous rêveriez d'avoir comme pote à vos côtés sur cette aventure ? Moi perso je prends Fred et George Weasley, ils sont deux mais bon ils sont un peu indissociables et j'avoue que niveau ambiance c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on s'ennuierait pas. Ils vont apporter du fun. Ouais, ça va être rigolo. Et moi, encore une fois, j'hésite entre deux personnages. Alors, vraiment, coup Histoire de de cœur. Oui. Alors, coup de cœur, bien sûr, sur Luffy de One Piece. J'aimerais trop l'avoir comme même meilleur ami. Il est tellement loyal et tellement drôle. Mais quand même, sur une île déserte, pour passer le temps, j'aimerais bien avoir un Barney Stinson à mes côtés. Ça pourrait rendre le périple plus rigolo. Ça serait légendaire, quoi. Yes. Franchement, ces Wait questions, for it. elles sont tellement stylées. Moi, j'ai envie de savoir, Chaton, qu'est-ce que tu répondrais ? Vas-y, balance. Alors, la première question, déjà, c'était qu'est-ce que tu amènerais sur une île déserte ? Moi, je pense que j'apporterai toute la saga Throne of Glass, ou Keleana en français, de Sarah J. Maas. Okay. Parce que je pense que l'héroïne, Aileen, pourrait me donner la force de survivre sur cette île déserte. Ok.
Ah, moi, je te le piquerai alors sur cette île. Ouais. Mais c'est pas ensemble, là, attends, c'est pas la fête non plus. Mince, pardon. Ok, ça passe. En antagoniste, que je voudrais vraiment pas voir sur cette île déserte, du coup, je suppose. Alors, pour moi, ça serait Gollum, parce qu'il me dégoûte. Je le trouve horrible. C'est un vieux pot de colle nauséabond, donc vraiment si je pouvais l'éviter, ça serait la meilleure chose sur Terre, parce que vraiment il me dégoûte, il me fait peur et je trouve que ça a vraiment l'air d'être un gros pervers, donc je le déteste vraiment. Sa schizophrénie doit y jouer. Ouais, tout à fait. Moi ça fait 2 personnages du coup un petit peu, c'est ça qui est cool. C'est ça. Voilà, Sméagol, Gollum, là je le déteste. Bref. Et ou sinon, un personnage que j'adorerais avoir avec moi sur cette île déserte, je dirais que ça serait Gojo de Jujutsu Kaisen, qui serait un super pote. Et puis si on pouvait se transformer en Friends to Lovers, ça pourrait être pas mal. Désolée, Ploum. Mais ça t'a fait perdre tes moyens. Ouais, tout à fait. En plus, avec lui, tu risques rien parce qu'il est tellement au-dessus du game. Exactement. Tu serais tranquille. Je sais qu'il ne pourrait rien m'arriver sur cette île. Le vieux Gollum se ferait annihiler en 2 secondes. Tout à fait. Ok, pas mal. Alors, et toi, du coup, parce que tu m'as demandé à moi, mais maintenant, Ploum, j'aimerais bien savoir ce que toi, tu penses de tout ça. Alors moi, je pense que je pourrais pas me passer d'amener ma petite PS2 qui est toujours au fond de mon placard, rangé bien proprement, avec le jeu Final Fantasy X, qui je citerai, je pense, à tous les podcasts, tellement il est stylé, mais je pense que ça serait vraiment le truc dont je ne pourrais pas me passer. J'aurais également extrêmement peur de croiser le Némésis de Resident Evil, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, c'est un personnage qui est inévitable. C'est un petit peu comme Thanos, il dit « moi je suis inévitable, vous pourrez pas me tacler ». Le Némésis, en fait, quand tu le rencontres dans le jeu, tu ne peux que le fuir, tu ne peux même pas l'affronter. Donc ça montre un petit peu sa dangerosité, donc il est assez dégueulasse aussi, il faut le dire. Il donne pas très envie. Non, il donne pas envie, mais alors pas du tout. Du coup, pour égayer un petit peu tout ça, je pense que j'amènerais Onizuka de GTO, parce que ce serait des barres de rire. Ouais, et même tous les deux, je pense qu'on pourrait passer un bon moment. Oui, c'est sûr. Donc voilà, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Chaton, je te laisse la parole, toi qui es une experte, tu es en vacances, tu es geek, tu fais quoi? C'est à toi. Alors, pour ma part, quand je suis en vacances, il y a 2 choses qui sont très importantes pour moi. Ce que j'aime, c'est voyager, découvrir du pays, m'immerger dans une culture différente de la mienne. Et puis deuxièmement, ce que j'aime bien faire, c'est quand même manger, découvrir des nouveaux plats et puis surtout me faire plaisir. Malheureusement, je ne peux pas partir physiquement en voyage plusieurs fois dans l'année, faute à mon porte-monnaie. À la place, j'aime donc choisir des divertissements qui vont m'apporter cela. Donc pour ces vacances-là, j'ai décidé de voyager en Sicile, dans la ville de Palerme, avec un roman qui s'appelle Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco et qui est édité chez De Saxus. Pour résumer un peu, c'est l'histoire de 2 jumelles issues d'une famille de sorcières qui vivent secrètement parmi les humains. Et un soir, notre héroïne, Emilia, découvre le corps de sa sœur sans vie dans une église. C'est assez gore. Elle va alors chercher le meurtrier de sa sœur et se venger en utilisant une magie noire interdite. Elle va invoquer sans le vouloir un des princes de l'enfer, le prince Colère. Parce qu'il y a les 7 péchés capitaux qui sont représentés dans ce livre. Et celui-ci prétend avoir le même but qu'elle et chercher le meurtrier. La petite anecdote qui a toute son importance ici, c'est que la famille d'Emilia possède un des restaurants les plus célèbres de la ville. Donc les allusions à la nourriture italienne sont omniprésentes dans le livre. Autant vous dire que j'ai beaucoup salivé pendant ma lecture. On y parle arancini, bruschetta, crostini, babalucci, sauce arrabbiata avec un bon verre de limoncello. J'ai hâte que le 2e tome sorte pour replonger dans cet univers. D'ailleurs, l'univers de l'autrice, il est assez gothique. C'est ce qu'on appelle de l'urban fantasy et parfois même il peut être sanglant. Et ce que j'ai adoré, c'est sa façon d'écrire. C'est vraiment la contradiction entre ces scènes qui sont très brutales et ces allusions gastronomiques très détaillées. Enfin bref, si vous voulez voyager et parler gastronomie, je vous conseille ce premier tome qui est tout en saveur. Et du coup, tu me disais de date de sortie du prochain tome, t'as une idée de quand il sort ?
Normalement, il est censé sortir le 12 octobre 2023 et j'ai vraiment hâte. Toi, Brioche, tu le connais, on l'a lu toutes les deux à la suite. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Déjà, merci pour ton résumé parce que tu m'as donné faim. Et c'est vrai que tout ce que tu as dit, je le retrouve, ce côté vraiment hyper chouette dans cette lecture de voyage et de voyage culinaire. Tu le ressens vraiment et je trouve que c'est assez rare dans ce type, en tout cas, de roman. Moi, je trouve que son world building était hyper intéressant. Oui, en fait, tout le fond est super. Moi, par contre, il y a un énorme point noir sur ce livre, pour moi en tout cas. C'est le personnage principal, Emilia, qui est d'une naïveté telle que ça la rend peu crédible. Et moi, j'aime les héroïnes plutôt badass dans ce genre de roman de fantasy. Et elle, je la trouve pas badass du tout. Au contraire, elle se fait rouler dans la farine. Désolée pour l'allusion culinaire. En fait, elle se fait rouler dans la farine tout le long du livre. Donc, non, j'adhère pas à ce personnage. J'aurais préféré presque que le livre soit centré sur sa jumelle qui s'appelle... elle s'appelle comment ? Victoria ? Victoria, oui. Victoria, oui, déjà, son prénom est ultra stylé. Et je trouve que le caractère dépeint de cette jeune fille beaucoup plus... spicy, plus caractériel dans le bon sens et moins fade, ça aurait fait une très bonne héroïne. Emilia, j'ai du mal. Oui, c'est vrai, je te rejoins, je trouve que Victoria est très charismatique dès les premières pages. Après, pour sa défense, je pense qu'Emilia, elle est obligée d'être comme ça et que c'est un choix de l'auteur, en fait, parce que ça suit vraiment un axe narratif hyper connu, qui est le Enemy to Lovers. Donc on se doute bien qu'il va y avoir dès les premières pages une histoire d'amour avec un des protagonistes. Et dans tous les bons Enemy to Lovers, il y a toujours un moment, une trahison. Et cette trahison, elle peut avoir lieu que si le personnage principal est niais, en fait, est un petit peu naïf, un petit peu candide. Parce que sinon il va pas se laisser avoir et c'est vrai que là la trahison elle arrive violemment pour elle, mais on l'avait tous vu venir dans le livre, mais je pense que c'est vraiment un axe narratif qui est obligatoire et qui a en tout cas été nécessaire dans le type de fantaisie que l'autrice voulait apporter. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire et je suis d'accord là-dessus, mais moi ça ne m'a pas gênée parce que j'aime bien justement retrouver ces codes de la fantaisie dans ce type de roman. Donc, effectivement, c'est vrai que Victoria aurait pu faire un très bon personnage principal. Oui. C'est vrai que la naïveté d'Emilia, du coup, elle conduit un peu au fait d'avoir des personnages très caricaturaux, en fait. Et c'est dommage parce qu'ils sont stylés à la base, colère, tout ça, tous les péchés capitaux. Et vu qu'elle est hyper naïve, ça les rend très caricaturaux dans leur manière d'interagir avec elle. Donc c'est juste dommage, ça. Ok, ouais, j'entends, je comprends. Écoute, en tout cas, mais je l'ai lu d'une traite, je précise. Moi, j'entends ce que tu dis. Ça ne m'empêchera pas de lire le deuxième tome qui se passe dans un univers tout à fait différent, avec des personnages qu'on a un petit peu découverts dans le premier tome, mais qui là, à mon avis, vont avoir une place centrale. Donc j'ai vraiment hâte. Et en tout cas, moi, le 12 octobre, je me l'achète pour avoir la suite. Et après, tu me le prêteras. Tout à fait. Donc là, j'aimerais savoir, Floum, toi, ce que tu fais pendant tes vacances, même si je le sais un peu, mais j'aimerais bien que tu en parles à nos auditeurs. En tout cas, je pense que comme Choups, on n'a pas lu votre livre. Je pense que vous avez pu vous... Alors, moi, je ne l'ai pas lu, mais j'avoue que l'univers culinaire, il m'a bien tenté. Je ne suis pas du tout adepte de ce type de roman, mais ça m'a un petit peu tenté. Ça m'a un peu chatouillé, en tout cas. C'est très gothique, donc tu as le côté un petit peu médiéval là-dedans, c'est vraiment sympa. Mais ça, voilà, moi, je ne l'ai pas lu, ça m'a donné envie, mais moi, en vacances, j'en profite pour récupérer mon retard en manga et animé. J'ai toujours une pile de 4 ou 5 titres qui n'attendent qu'à être lus et une watchlist qui stagne. Par exemple, en ce moment, sur ma table de nuit, j'ai le dernier tome de Dan Dadan, et c'est vraiment une dinguerie, Dan Dadan. C'est un manga qui est écrit et illustré par Yukinobu Tatsu, et qui est publié depuis fin 2022 par Crunchyroll, donc anciennement
anciennement Kazé, ça a été racheté, ça a changé de maison d'édition. C'est un titre qui n'est pas forcément facile à pitcher, donc je vais essayer de faire simple et concis pour que tout le monde comprenne. C'est l'histoire de 2 lycéens, un garçon qui s'appelle Ken Takakura, qui est plutôt réservé et fasciné par les extraterrestres, qui va rencontrer une jeune fille du nom de Momo Ayase. C'est intéressant parce que tu parlais de personnages féminins un petit peu badass, la brioche, ça incarne totalement ce personnage-là. C'est une fille qui est sans filtre, qui est fonceuse, qui prend les devants, qui se combat, qui casse un petit peu les codes de la gente féminine, surtout dans la culture nippone. Donc c'est un petit rafraîchissement aussi, et je pense que ça c'est une héroïne qui pourrait te plaire, parce qu'elle est tout bonnement l'opposé de ce fameux Ken. C'est une tête brûlée qui croit en fantômes et au surnaturel. Ils vont donc essayer de savoir qui a raison, qu'est-ce qui existe vraiment, est-ce que c'est les fantômes, est-ce que c'est les extraterrestres. Il va s'en suivre une série d'événements plus ouf les uns que les autres. Le plus de ce manga, c'est qu'on a affaire à un duo principal et non un personnage, ce qui rend le développement de l'histoire beaucoup plus complexe et original. On va alterner avec énormément de dynamisme les phases au lycée et les phases surnaturelles, ce qui va apporter un rythme effréné et intense. Pour les cœurs d'artichaut, une histoire d'amour se profile très rapidement et elle est vraiment bien gérée dans le récit, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les mangas en général, car on a plutôt droit à des persos qui tournent éternellement en rond et autour du pot. Je pense que la brioche et le chaton seront d'accord avec moi. Oui. Et effectivement, et d'ailleurs dans ce premier tome, on a une scène déjà qui met l'ambiance et qui nous montre que ça ne va pas être un manga comme les autres d'un point de vue relationnel. Oui, je n'en dis pas plus. Voilà, après il faut le lire effectivement, mais c'est cette pudeur un petit peu japonaise qu'on peut retrouver dans pas mal d'œuvres, elle apparaît pas dans ce manga-là. Il y a une franchise sur les sentiments, une franchise dans ce que les personnages peuvent ressentir, mais surtout un passage à l'acte. Oui. Il y a un petit peu cette culture japonaise de dire ce qu'on pense, mais là c'est acté, on enchaîne, on y va, on rentre dans le vif du sujet, et l'héroïne justement y est aussi pour quelque chose. Et il y a beaucoup de gestes d'affection qui sont dessinés, et ça c'est, moi en tout cas, c'est appréciable, parce que parfois c'est ce qui me manque un petit peu dans les mangas. C'est tous ces gestes d'affection qui symbolisent cet amour. Et puis dans les mangas, ils sont attachés à des petits détails. Mais là, il y a, on enchaîne, on rentre dans le vif du sujet, on passe à l'acte, on avance, et ça apporte une bouffée de fraîcheur, en tout cas pour un lecteur de manga. Ça a l'air génial en tout cas. Ça donne vraiment envie de le lire. Je sais que ça va te plaire. Oui. Donc vraiment, je te les prêterai. Ouais, merci. Si tu veux. Et en plus de ça, si on enchaîne sur l'aspect un petit peu plus technique, on a clairement un manga qui est magnifiquement dessiné. Les traits sont vifs, le découpage est dynamique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce manga. Et bref, peu importe vos préférences, je pense que Dan Dadan a de quoi vous séduire, et je le recommande vraiment à 2000%, parce que chacun peut y trouver un intérêt et y trouver son compte. J'ai un autre péché mignon. Je suis obligé de le partager avec vous, car qui dit vacances dit pas de boulot le lendemain, et qui dit pas de boulot le lendemain dit nuit gaming. Et en ce moment, moi, ça n'arrête pas. Mon capital sommeil en prend un coup, mais je suis à fond sur Diablo 4. C'est un jeu vidéo d'action RPG de type hack and slash. Ça paraît très technique comme ça, mais en fait c'est très simple. T'as un personnage, tu te balades, tu tranches des ennemis, et dans Diablo, tu tranches des démons. C'est un jeu qui est développé par Blizzard Entertainment, et c'est le 4e opus d'une saga qui est cultissime. Pour tout vous dire, c'est un vrai événement dans le monde du jeu vidéo, car Diablo 3 était sorti en 2012. Donc ça fait plus de 10 ans que les fans attendaient ça, et franchement, on n'est pas déçus, ça a vraiment tenu toutes ses promesses. Le petit plus également, c'est qu'on a un aspect du développement qui s'appelle le crossplay, où on peut jouer à ce jeu sur toutes les plateformes. Je vous explique un petit peu. Quelqu'un qui a une PlayStation, qui a une Xbox, qui a un PC, tout le monde est relié sur le même serveur. Et ça, c'est un vrai bonheur, parce que ça évite d'avoir ces clans. Moi, je joue sur PS, je joue sur Xbox, et tout le monde est relié dans le même monde, et ça donne lieu à des parties extraordinaires. Ça, c'est hyper rare, non ? Alors, c'est assez nouveau. Il y a quelques jeux qui l'ont fait, mais c'était vraiment axé sur les FPS. C'est des jeux comme Halo, des jeux comme Call of Duty. Oui. Exactement,
où il y avait plein de personnages sur une map qui se tiraient dessus. Là, on apporte un côté plus Heroic Fantasy, plus RPG, qui manquait un petit peu sur ce type de développement-là. Et c'est un bonheur. Moi, j'y joue beaucoup avec mes cousins. On a tous un support différent et ça marche très bien. C'est ce qui me faisait peur. D'ailleurs, à la base, c'est que ça soit sujet à d'innombrables bugs, des difficultés de connexion, du lag. Et je pense que c'est pas anodin que le jeu ait mis plus de 10 ans à se développer. C'est qu'ils se sont dit, on sort un jeu. Par contre, il faut que ça soit parfait. Donc ça tient toutes ses promesses. Ah, ça tient toutes ses promesses. Tu le sais. Du coup, oui, c'est vrai que tu joues beaucoup. Et je m'en lasserai pas de sitôt, en tout cas. Voilà. Donc j'ai rarement connu un jeu aussi addictif. J'en dis pas plus parce que le tester, c'est l'adopter. Assez parlé de mes rituels et des rituels de Shadowrun. Alors, laisser la place un petit peu à nos invités. Et c'est la brioche maintenant qui va prendre le lead et qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Nous t'écoutons. Ok, merci Floum. Donc personnellement, quand je suis en vacances, j'ai envie de revivre un peu mon époque étudiante où je pouvais binge-watcher toute une série en 2 semaines. Donc j'arrive à le faire encore de temps en temps, des petites séries. Et là justement, j'en avais découvert une que j'ai vraiment envie de vous partager. C'est une série très fraîche qui parle d'amitié, d'amour aussi. Elle n'est pas prise de tête, mais elle parle quand même de sujets assez importants, en tout cas qui, moi, me tiennent à cœur. Et ce sont plein de points de vue féminins qui sont très, très, très bien mis en scène. Cette série, elle s'appelle Valeria. C'est une série Netflix espagnole qui est répartie sur 3 saisons et qui se déroule à Madrid. Donc, Valeria, ça suit l'histoire et le quotidien de 4 meilleures amies, dont la fameuse Valeria. Donc, c'est une fille qui essaye de percer professionnellement en tant qu'écrivaine. Et en fait, c'est surtout ces histoires d'amour qu'on va suivre en priorité au cours des 3 saisons. Elle est également amie avec Lola, une traductrice qui aime la liberté dans ses relations amoureuses. Elle est très spicy, Lola, très portée sur le sexe. D'ailleurs, nota bene, cette série, elle est quand même donc très spicy. Il y a des scènes assez olé olé, donc c'est pour un public averti. C'est trop mignon comme tu le très olé tout ça. Oui, un peu, ouais. Mais c'est très bien fait, très bien mise en scène. On a la 3e amie qui s'appelle Carmen. Alors, je l'adore aussi, Carmen, petit coup de cœur pour elle. C'est une jeune fille qui travaille dans la publicité. C'est vraiment la working girl, mais à la fois, c'est une éternelle romantique et je l'adore comme personnage. Et puis, pour terminer, la 4e, on a Nerea, donc qui est avocate, une fille très très terre à terre, qui aime les règles, qui est très contrôlante, que ce soit professionnellement ou au niveau de ses relations. Alors moi j'ai quand même parce que alors Valeria honnêtement ça me parle pas du tout, je m'y suis pas du tout intéressé, pourtant j'ai un compte Netflix mais bizarrement ça doit pas être proposé dans mes suggestions. Pour on va dire les auditeurs et le plus grand public, si tu pouvais nous citer une œuvre à laquelle ça pourrait se rapprocher pour qu'on puisse se projeter un petit peu, ça serait quoi ? Je pense que quand j'ai fait mon pitch, il y a plein d'auditeurs qui y ont pensé. C'est Sex and the City, une série que j'adore, qui est vraiment dans... Ok, donc oui, ça parle au plus grand nombre. Voilà, dans mon top 10, on retrouve vraiment les mêmes codes, l'écrivaine, l'avocate, l'éternelle romantique, la fille plus libérée sur le sexe. On a vraiment ces 4 codes qui sont présents. Mais en fait, les 2 séries, pour moi, elles sont incomparables. J'adore Sex and the City, mais Valeria, ça traite les choses de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus puissante aussi. Et les sujets sont pour moi plus importants. Et c'est traité d'une manière beaucoup plus juste. Et même la mise en scène, je la trouve beaucoup plus graphique que dans Sex and the City. Okay. D'ailleurs, en parlant de sujets importants, c'est vrai qu'il y a 2 épisodes qui m'ont beaucoup marqué. Donc il y a un épisode c'est le début en fait, qui est très marquant. Ça parle de harcèlement de rue, puisque en fait on retrouve donc nos 4 copines qui sont dans un bar et qui rentrent chez elles, et chacune dans le retour à leurs appartements va subir de manière plus ou moins violente un harcèlement de rue. Et honnêtement, c'est mis en scène d'une manière où il y a beaucoup de tension. On le vit avec elle, on s'identifie beaucoup aussi.
Et finalement, bon, elles arrivent toutes chez elles sans encombre, hein, mais en fait, elles ont toutes subi des choses plus ou moins violentes. Et la première chose qu'elles font, c'est s'envoyer le fameux petit texto qu'on s'envoie entre copines quand on rentre de soirée. Je suis bien rentrée, bisous, bisous. Il n'y en a aucune qui évoque ce qui vient de lui arriver, comme si c'était normal. Et en fait, en effet, c'est normal dans notre société ce qui se passe, et on se rend compte que c'est aussi normal à Madrid. C'est anormalement normal. Hein. C'est anormalement normal, exactement. Mais, c'est assez dérangeant, cette scène. Cette scène est dérangeante, mais je la trouve très bien faite, justement, parce qu'elle... je pense qu'elle est sensibilisante, en fait. Puis elle est très actuelle, du coup. Oui, tout à fait. On est tout le temps dedans, hein, mais c'est vrai que c'est très bien fait. Donc déjà, cet épisode, c'était un gros coup de cœur pour cette mise en scène. Et puis plus récemment, dans la dernière saison, la saison 3... spoil, hein, quand même, là. Ouais, spoil, alerte spoil. Il y a un épisode, pareil, avec une réalisation de fou, où les filles, elles se revoient toutes adolescentes. C'est réalisé un peu comme une pièce de théâtre, d'ailleurs. Donc déjà, le choix des actrices qui les jouent ados, il est mais parfait. Vraiment, je ne sais pas où ils les ont recrutées, les adolescentes qui les jouent, mais on dirait leur petite sœur, quoi, tellement elles se ressemblent. Et en fait, elles vont toutes se revoir vivre leur première histoire ou leur premier échec en amour. Et on se rend vraiment compte dans cet épisode qui arrive à la fin de la saison 3, donc presque à la fin de la série, parce que pas sûr qu'il y ait une saison 4, que cet épisode va nous expliquer leur comportement et leur façon de voir les choses en amour depuis le premier épisode. Et ça explique un petit peu tout. Donc j'ai trouvé ça très beau et très juste. Enfin bref. Le serpent qui se mord la queue. Exactement, c'est un cycle qui est très bien fait, en tout cas je trouve, chapeau à la réalisatrice. Bref, Valeria, c'est hyper drôle, c'est frais, dans l'émotion aussi. Ça se regarde vite puisqu'il n'y a que 8 épisodes dans chaque saison et c'est des épisodes qui peuvent durer 30 à 45 minutes max. Bien sûr, ça a regardé en VO, en impératif, hein, parce qu'elles ont des voix magnifiques, toutes les filles, et l'espagnol magnifique. D'ailleurs, c'est... désolé, je te coupe, hein, mais c'est vrai qu'on a connu l'espagnol avec La Casa de Papel, qui a un petit peu lancé cet engouement des séries espagnoles, parce qu'on était très habitués aux séries américaines ou anglaises. Et au début, moi je t'avoue que j'avais un petit peu de mal à rentrer... on va dire dans la narration, dans l'histoire, parce que c'est un acting qui est différent, c'est une façon d'être qui est complètement différente. Oui, je suis d'accord avec toi, ça casse un peu les codes, surtout de la narration aussi française dont on est habitué. Hein. Sur les séries françaises, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que les Espagnols, ils font vraiment des séries qualitatives. Alors pour le coup, La Casa de Papel, c'est pas forcément celle que j'ai préférée. Pourtant, c'est celle qui a relancé vraiment l'engouement des séries espagnoles. Mais il y en a plein d'autres qui sont extrêmement bien faites. Oui, t'avais ce côté très, très blockbuster. Mais c'est vrai que ce qui me donne envie dans ce que tu décris, c'est découvrir une œuvre un petit peu plus sombre, un petit peu plus profonde, avec l'authenticité de la langue d'origine, qu'on avait du mal à retrouver avec La Casa de Papel, parce que il y a de la tension, il y a des choses... J'ai apprécié regarder cette série, mais c'était regardé avec de la légèreté. Là, tu cites des sujets qui sont un peu plus durs, un peu plus oppressants, et regarder ça avec la langue maternelle, ça peut être très intéressant. Mais en fait, en plus, c'est ça le tour de force de Valeria, c'est que ça traite de tous ces sujets, et honnêtement, là, je vous en ai fait vraiment une toute petite ébauche, parce que ça traite d'autres sujets, mais ça le traite vraiment avec légèreté tout de même, et avec un côté très frais. C'est pas du tout oppressant à regarder, pour le coup, c'est pas sombre, c'est la vie. Et du coup, moi j'adore ce type de série. Ça donne envie aussi de vivre à Madrid. Ouais, je trouve contrairement, tu vois, par exemple, à La Casa de Papel, qui est une série qui aurait pu se passer dans n'importe quelle ville d'Europe, finalement. Là, vraiment, le côté madrilène, il est hyper important et il est hyper bien représenté. Et moi, je la trouve, je suis d'accord avec toi, hein, je la trouve hyper qualitative, cette série, et je la conseille à tout le monde, vraiment. Et du coup, ça fait autant voyager que la saga de Château. Oui, et en plus, avec des billets de train pas trop chers. oui. On prend les bons plans. Exactement.
Donc voilà, moi je vais terminer sur ça. Je vous la conseille plus. Elle est vraiment à regarder, c'est facile en plus. Donc c'est ce que je ferais pour mes prochaines vacances si je ne l'avais pas déjà regardé. Et puis maintenant, je pense que je vais passer le flambeau aux choups. Eh ben, moi, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu différent. Alors, en vacances, j'aime bien chiller, j'aime bien regarder des séries, bouquiner, ne rien faire, et puis j'aime bien les activités, et notamment les jeux de société. C'est vraiment quelque chose qu'on ressort particulièrement en vacances, parce que finalement, dans le quotidien, etc., c'est quelque chose qu'on fait assez peu, sauf sur des soirées dédiées, alors que pendant les vacances, on arrive toujours, même sur des petites soirées, on arrive toujours à glisser 1 ou 2 jeux de société, et ça peut aller de jeux, on va dire, plus techniques comme le Munchkin ou le tarot, à des choses un petit peu plus sympas avec des jeux de rôle comme Bang ou le Loup-Garou. Et il y en a pour tous les coups, c'est ça qui est chouette. Il y en a où on va se casser la tête, justement, des où on va rigoler, des où on va jouer en équipe, d'autres où on va jouer plutôt solo, et certains où justement on va même pouvoir jouer les deux en même temps. Et c'est justement la petite découverte là, du moment, c'est Galéropagos. Galéropagos, pour vous faire un petit pitch, en gros, c'est après le naufrage de votre bateau, votre groupe de survivants se retrouve sur une île déserte où l'eau et la nourriture se font rares. La seule solution pour échapper à ce cauchemar, c'est construire ensemble un grand radeau pour embarquer les survivants. Mais le temps presse car un ouragan pointe à l'horizon. Globalement, on joue ensemble, mais si on peut gagner en faisant des petits coups bas à droite à gauche, ça marche aussi. Hein. Oui, bon, on a bien vu. Et donc, le but, ça reste quand même de survivre. Hein. Du coup, le jeu, il est vraiment sympa parce qu'il comporte il peut comporter pas mal de stratégies différentes, surtout si on s'adapte justement aux personnes avec qui on va jouer. On peut jouer avec une philosophie un petit peu un pour tous pour un quand on joue avec la brioche, mais par exemple, si on joue avec chaton, ça va plus être une philosophie pas de potes. Non mais je te le confirme. Attends, mais moi je lui prête une carte revolver pour qu'on solutionne une situation. Elle l'a pris, elle m'a buté quoi. Une balle entre les deux. Non mais rigole pas, c'est pas drôle. Non, moi je trouve que c'est un jeu où on peut faire ressortir son côté moralement gris. Son vrai côté. Moralement gris foncé là. Là c'est même dark. Anthracite. Moralement gris très très foncé. Mais j'avais des raisons de le faire à chaque fois. Ça apportait quelque chose à la partie. Mais bon. Je vous laisserai découvrir ça entre amis. Ouais, exactement. Chers auditeurs, j'ai cité la force en début d'émission, je vais plutôt citer le côté obscur pour définir le chaton. Elle nous l'a démontré lors de ce jeu. Donc, en bref, c'est des super moments qu'on passe entre copains. Le côté génial, c'est qu'il peut se jouer de 3 à 12 personnes. Donc, du coup, ça ouvre le champ des possibles, qu'on soit en petit comité ou en plus grand groupe. Donc, ça, c'est vraiment super chouette. Mais comme tu citais le Loup-Garou, par exemple, c'est un jeu où on peut faire ça dans une soirée, quoi. Enfin, ça peut être je sais pas combien il y a de personnes au Loup-Garou. Mais l'inconvénient du Loup-Garou, c'est que tu peux pas jouer à 3. Ouais, exactement. C'est ça la force, je trouve, de ce jeu. C'est vraiment la possibilité de jouer aussi en petit comité. Et ça reste quand même hyper intéressant. Mais je pense que ça prend vraiment de l'ampleur quand tu joues à beaucoup. Mais ça doit partir en live complet quand tu joues à 12 sur les cartes que tu tires. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, c'est qu'il y a des cartes où on peut vraiment rentrer dans le combat, rentrer soit dans l'entraide, soit justement, pour s'en sortir, il faut qu'on éjecte quelqu'un. Sauf que vous mettez 12 personnes là-dessus, ça peut vite partir en pugilat, quoi. Complètement. Et puis les cartes sont quand même rédigées de manière très drôle. Oui, tout à fait, il y a un côté humoristique dedans qui est vraiment présent. Le but, ça reste de faire un jeu quand même léger, même si on peut se tirer dessus. C'est quand même vraiment rigolo, et puis le plateau, il est plutôt joli en plus. Exactement. Et ça aussi, c'est un point positif, c'est que c'est globalement un plateau qui est sympa, mais surtout qui est facilement transportable. Donc c'est quelque chose très facile à emmener en vacances, qu'on voyage à pied, en vélo, en avion, en voiture, on peut l'emmener de partout. Mais comme le Munchkin, tu vois, tu citais le Munchkin dans ton déroulé, c'est un jeu que tu nous as fait connaître, justement. Alors moi qui m'a tout de suite parlé, parce que j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, tu vois, tu mets des armes, des armures, des objets, des potions, etc. Ouais, voilà, tu te stuffes. Merci. C'est du RPG. Voilà, c'est du RPG, c'est vrai. Mais ouais, mais il est trop bien ce jeu de cartes, il n'y a pas besoin d'écran, c'est incroyable. Et c'est vrai que
tu passes des moments où tu as toujours l'impression d'avoir ce côté jeu de société comme quand tu étais petit. Jeu de société, on fait quoi? On fait un Scrabble, on fait un Monopoly. Et là, tu sens qu'il y a toute une dynamique derrière, tout un univers qui peut s'ouvrir. Et on peut tous trouver un jeu qui nous ressemble et qui peut se jouer à 3 comme à 20 personnes. Et ça, c'est hyper intéressant. Dans Galéropagos, tu te stuffes aussi un peu avec les gourdes qui t'apportent plus d'eau. Les clés de voiture luxueuses. Les clés de voiture luxueuses Les stuff qui servent à rien. Et tu peux aussi te stuffer à mort avec un billet de loterie qui sert à rien aussi. Une plaque de tôle pour se protéger du chaton, enfin des trucs incroyables. Un kit barbecue cannibale. Mais tu l'as beaucoup utilisé cette carte Oui, je sais pas d'ailleurs. pourquoi. Je l'avais toujours. Et après tu nous parles de Hannibal qui te fait flipper, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe. D'ailleurs, on referme la boucle à un Flume, vu qu'on a parlé d'île désert en début de podcast. Effectivement, la boucle est bouclée. C'est Inception ce podcast. Exactement. Oh là là, mais ça part sur des citations incroyables. Mais c'est vrai que voilà, les geekos, le guide du parfait vacancier geek est terminé et vous avez, je pense, de quoi vous occuper. Un grand merci à vous, la Brioche et Choups, de vous être prêtés au jeu. C'était un vrai plaisir et j'espère compter sur vous pour les prochaines vacances. Ah oui, plaisir partagé avec vraiment beaucoup de bienveillance de votre part. Merci. Merci à tous les deux de nous avoir accueillis et de nous avoir fait confiance là-dessus. Donc ça se reproduira. De notre côté, avec Chaton, nous vous retrouvons pour le prochain podcast. Bonne fin de vacances et à bientôt. Bye bye. Salut. Au revoir.